19h45, la barrière Info Soir. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mercredi 19 juin 2024. L'on ne le dira jamais assez, Niamey, la capitale, souffre de l'impraticabilité des routes et souvent en plein centre-ville. À l'image de la voie qui mène vers le château 1, situé à quelques encablures du palais de la présidence. Les usagers de la route ne savent plus à quel sein se vouer avec le tas de cette route qui ne fait que se dégrader du jour au lendemain. N'est-ce pas, Aboubakar Ibrahim? En plein cœur de Niamey, un spectacle désolant et décevant. C'est cela le caractère que reflète le tronçon du quartier plateau de Riol-le-Château 1. Une voie stratégique qui permet d'éviter les embouteillages sur la voie menant à l'intersection de Maurice Delens et qui se retrouve dans un état de dégradation à outrance. Ici, au lieu de nid de poule, il vaut mieux parler de nid d'éléphant, causant ainsi des ondulations à répétition. Pourtant, c'est un tronçon qui passe devant les plus grandes institutions financières du monde. Pour les usagers, c'est une situation qui n'est pas acceptable et qui en appelle au bon sens des autorités pour la réhabilitation de cette voie. C'est vraiment une honte que cette voie soit dans un tel état. Une voie qui avoisine le palais présidentiel. Il y a également la Banque mondiale. Je suis un transporteur et je m'acquitte de mes papiers. Ceci n'est pas acceptable. Normalement, emene banque mondiale kine mega fondo bambata o kine ayo ayne be kan ago ya kine singa jire kabunuse kan watkul masala wara norgo. Une telle voie qui passe devant la Banque mondiale n'est pas imaginable. Et ça fait longtemps qu'elle est dans cet état. J'ai l'habitude de trouver ici un véhicule dans un sale état. Je pense que les autorités ou même la Banque mondiale doivent songer à réhabiliter cette voie. Outre ces tronçons, ils sont nombreux du même genre dans la capitale qui méritent un regardant de pouvoir public. Pour l'instant, c'est le contribuable qui continue de payer les prix forts avec des engins toujours au garage. En cette période des grandes vacances, nombreux sont les scolaires qui s'adonnent à l'apprentissage du Saint-Coran à travers les écoles coraniques. Nombreux sont également ces parents qui encouragent leur progéniture à aller vers ces makranta. Le reportage est signé Asma Osedou et Soumela Abdoulaye. Bismillahirrahmanirrahim. Pendant la période des vacances scolaires, beaucoup de parents inscrivent leurs enfants dans les écoles coraniques. Que ce soit dans les mosquées ou dans les centres d'enseignement coranique, l'affluence est totale. C'est une école que nous avons fondée pour enseigner aux enfants l'islam et leur donner l'éducation et la culture islamique. En même temps que nous avons aussi des horaires pour les grands, hommes et femmes. C'est la nuit. Il y a certaines nuits pour les hommes et certaines nuits pour les femmes. Les enfants, nous les prenons pendant les vacances pour leur enseigner le Coran et la culture islamique. L'apprentissage de l'islam dès le bas âge est une recommandation de la religion. Pendant l'année scolaire, les élèves ayant suivi 9 mois de cours, ils partent en congé, en vacances de 3 mois. Et certains parents profitent effectivement pour envoyer ses enfants à l'école coranique. Donc je trouve que c'est une bonne chose parce que des deux côtés, c'est l'éducation. Donc il y a le système colonial que nous sommes en train de suivre, un système formel où il y a un programme, les élèves sont obligés de suivre au même rythme et c'est sanctionné à la fin de l'année par un test de passage. Alors qu'au niveau de l'école coranique, donc c'est l'informel, comme on le dit, et les élèves suivent les cours chacun à son rythme. Quant aux apprenants, les cours de vacances dans les écoles coraniques sont une occasion à multiples opportunités. Certains d'entre eux témoignent. Je viens pour qu'on nous enseigne l'islam, parce que c'est notre religion.
Si on refuse d'aller faire des vacances, je viens pour apprendre l'islam. C'est les vacances. Je viens ici pour apprendre ma religion. Je ne vais pas passer mon temps à jouer. À la maison, il n'y a rien à faire et je suis venue pour apprendre le Coran. Les grandes vacances scolaires permettent ainsi aux enfants de parfaire leurs connaissances sur l'islam, ce qui constitue un plus pour l'enfant. Al-Kassaba ou Damé, en vernaculaire, le tabac achiqué fait partie des coutumes chez certaines populations nigériennes. Cependant, nombreux sont ceux qui la consomment pour autres raisons, comme vous allez le découvrir à travers ces reportages signés Nafissatou Yahya. Le plus souvent consommé fumé, sous forme de cigare ou de cigarette à l'aide d'une pipe ou d'un narguilé, les feuilles de tabac séchées peuvent aussi être mâchées, c'est-à-dire chiquées avec du natron. Communément appelées damé ou alkabassa, ces feuilles de tabac sont commercialisées au marché de Balayara. Je vends des feuilles de tabac. Il y en a plusieurs sortes, le tabac noir et le Hausa tabac. Les gens l'utilisent pour se soulager de la carie dentaire. J'achète le sac à 10 000 pour ensuite revendre la tasse à 750. Nous vendons aussi en détail. Pour les consommateurs, ces feuilles de tabac servent d'antidouleur et représentent une identité culturelle. C'est pour soulager ma carie dentaire que je chique ces feuilles de tabac. Et tout celui que vous voyez l'utiliser, c'est pour cela. Ça fait 6 ans que je l'utilise et c'est même devenu notre culture. Les feuilles de tabac sont considérées comme antalgiques externes. Écrasées ou chauffées, elles sont appliquées localement pour soulager les céphalées et les douleurs rhumatismales. Ouverture ce matin de l'atelier de renforcement de capacité des responsables des organisations non gouvernementales membres de la synergie CSC Niger. Cet atelier est organisé par la Confédération nigérienne du travail CNT avec l'appui de leurs partenaires. Nafissatou Yahya Sadou Adoumi. Travail décent et ses 4 objectifs. C'est sur cette thématique que vont s'articuler les travaux de cet atelier de formation organisé par la Confédération nigérienne du travail CNT au profit de leurs partenaires, responsables des organisations non gouvernementales, membres de la synergie CSC Niger. Je tiens quand même à remercier la CNT et ACV-CSC pour l'invitation et d'avoir accepté aussi de nous accompagner. Parce que la demande est partie de nous, des membres du CSC Niger, pour nous appuyer, nous accompagner et nous évaluer. Parce que dans le cadre de la vie de tous les jours, on était confrontés quand même à beaucoup de soucis. J'aimerais aussi remercier la CNT pour ses efforts dans l'organisation de cet atelier. Vous savez que ce n'est pas toujours évident d'organiser un atelier qui regroupe plusieurs acteurs. Donc j'aimerais vous féliciter au nom de la CVCC International pour la parfaite, en tout cas, organisation de cet atelier. Ce qui nous regroupe ici est un élément très capital, est un élément très important. Il s'agit du travail décent. Nous savons tous ce que c'est que le travail décent, ou si nous ne le savons pas dans cette salle, nous allons relever l'équivoque sur ce que c'est que le travail décent. Nous allons comprendre ce que c'est que le travail décent et ce que le travail décent peut permettre en termes de développement de nos pays. En ouvrant les travaux de ces assises qui entrent dans le cadre d'une série d'activités, le secrétaire général de la CNT a décliné les points essentiels de ces travaux. Parlant de la spécificité de la journée d'aujourd'hui, je dois rappeler qu'il s'agit d'un atelier de formation sur le travail décent et ses 4 objectifs afin de faire comprendre à nos partenaires le travail décent comme outil de promotion du développement, mais aussi analyser le concept du travail décent et présenter le cadre institutionnel et les orientations de l'Organisation internationale du travail déterminant sa mise en œuvre. Nous aurons
à identifier les stratégies de promotion du travail décent et à échanger sur les bonnes pratiques en matière de promotion du travail décent et de ses objectifs. J'ose espérer qu'avec les experts qui vont nous entretenir sur les 48 heures, dont les experts internes de la CNT, mais également des inspecteurs de travail au niveau du ministère en chef de l'emploi qui seront avec nous pour la journée de demain, mais également l'expert COSIVI qui aura aussi son intervention toujours dans ce sens pour la journée de demain également, que nous serons véritablement outillés et que nous puissions avoir des très bonnes relations entre nous en tant qu'organisation, mais également avec les employés que nous avons dans le cadre du respect du travail décent. Au vu de l'importance de la thématique, le secrétaire général de la CNT a invité les acteurs de cet atelier à une participation active afin d'atteindre les objectifs de ces assises qui vont durer 2 jours. Voilà, place à présent à la rubrique hebdomadaire de la chronique judiciaire qui traite aujourd'hui des relations diplomatiques en droit international. Un sujet abordé par Alfred Goubagé, juriste, président de Raza Presse. Très bonne réception à vous. Je voudrais dans un premier temps expliquer un certain nombre de concepts tels que celui de chef de mission diplomatique. Alors, quand on considère la Convention de Vienne de 1961, mais d'abord je voudrais rappeler que c'est une convention qui a été faite à Vienne le 18 avril 1961 et qui est entrée en vigueur le 24 avril 1964. C'est une convention des Nations Unies, évidemment. Et au terme de l'article 1er de cette convention, il est stipulé que l'expression chef de mission diplomatique s'entend de la personne chargée par l'État accréditant d'agir en cette qualité. Le chef d'une mission diplomatique s'entend de cette personne qui a été accréditée par un État dans un autre État afin d'agir comme chef de mission diplomatique, c'est-à-dire d'agir en cette qualité. Et l'expression membre de la mission s'entend du chef de la mission lui-même et des membres du personnel de la mission. Alors, quant à l'expression membre du personnel de la mission, cela sous-entend des membres du personnel diplomatique, du personnel administratif et technique et du personnel de service de la mission. Voilà ce qui est entendu comme membre du personnel de la mission et aussi chef de mission diplomatique ou membre de mission. Le chef d'une mission diplomatique a un rôle qu'il joue dans l'État dans lequel il a été accrédité. C'est en ce sens que, au terme de l'article 3 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, les fonctions d'une mission diplomatique conduite par un chef de mission, je paraphrase, consistent notamment à, et là je cite, premièrement, représenter l'État accréditant auprès de l'État accréditaire. Donc, dans le contexte actuel, un pays, c'est-à-dire la France, a accrédité un ambassadeur ou un chef de mission dans un autre pays. Donc, l'État accréditant donne pouvoir ou donne mandat à son chef de mission diplomatique de le représenter dans le pays accréditaire. Et là, vous voyez que quand ces chefs de mission viennent, ils présentent leur lettre de créance aux autorités du pays dans lequel ils sont accrédités. Donc la première mission
conformément à l'article 3 de cette convention, c'est de représenter l'État accréditant dans l'État accréditaire. La deuxième mission que je peux citer également ici, c'est celle de négocier avec le gouvernement accréditaire. En fait, il y a plusieurs obligations. Je vous prends quelques-unes des obligations. Il y a également ce rôle de promouvoir des relations amicales et développer les relations économiques, culturelles, scientifiques entre l'État accréditant et l'État accréditaire. S'informer par tous les moyens licites des conditions de l'évolution des événements dans l'État accréditaire et faire rapport à ce sujet au gouvernement de l'État accréditant. Mais tout ceci se fait dans un cadre, comme il a été stipulé dans cet article 3, de relations amicales, de relations fraternelles, culturelles, etc. Donc, en quelque sorte, voilà quelques-unes, je dis bien quelques-unes, des obligations ou des fonctions d'une mission diplomatique dans un État. Maintenant, la question d'actualité dans notre pays se retrouve surtout à l'article 9 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Alors, lisons cette disposition. Il est stipulé qu'au terme de l'article 9 de cette même convention, l'État accréditaire peut, à tout moment, et sans avoir à motiver sa décision, informer l'État accréditant que le chef ou tout autre membre du personnel diplomatique que nous avons défini tout à l'heure, de la mission est persona non grata, ou que tout autre membre du personnel de la mission n'est pas acceptable. L'État accréditant rappellera alors la personne en cause ou mettra fin à ses fonctions auprès de la mission selon le cas. Une personne peut être déclarée non grata ou non acceptable avant même d'arriver sur le territoire de l'État accréditaire. La ligne 2 dispose que si l'État accréditant refuse d'exécuter ou n'exécute pas dans un délai raisonnable les obligations qui lui incombent au terme du paragraphe 1 du présent article, l'État accréditaire peut refuser de reconnaître à la personne en cause la qualité de membre de la mission. Je pense que cette disposition est assez claire pour être comprise. Il n'y a pas véritablement beaucoup de termes techniques qui seront difficiles ici à comprendre par nos populations. Donc, il est tout simplement dit, si vous voulez en français facile, que voici un État qui accrédite un chef de mission auprès de l'État accréditaire. Maintenant, que l'État accréditaire, celui vers lequel on envoie un chef de mission diplomatique, au terme de cette disposition de l'article 9, peut à tout moment et sans avoir à se justifier ou sans avoir à donner des raisons quelconques, déclarer cette même personne accréditée personne non grata ou bien personne non acceptable. Et que si par ailleurs, malgré cette décision de déclarer une personne non grata ou bien non acceptable, l'État accréditant refuse d'exécuter ou n'exécute pas dans un délai raisonnable ses obligations, alors dans ce cas, l'article 9 de la Convention de Vienne ouvre la possibilité à l'État accréditaire, c'est-à-dire l'État qui reçoit le chef de mission diplomatique, donc cet État-là peut refuser de lui reconnaître la qualité de membre de la mission diplomatique. Donc voilà en clair ce que veut dire l'article 9 de la Convention de Vienne. Et donc, je crois que beaucoup suivent avec intérêt ce qui se passe dans notre pays. Et cela, ou bien cet article 9, explique pourquoi nous avons vu le départ
de l'ambassadeur de France au Niger. Ce n'est pas comme ça qu'il était parti, mais cela fait suite à une série d'événements. Et donc, vous comprenez bien que cet article 9 donne pouvoir aux autorités de mettre fin ou bien de déclarer une personne non acceptable ou bien non grata. Et suite à cette décision, l'alinéa 2 dit que tout simplement, l'État accréditant a l'obligation d'exécuter cette décision des autorités. Et si l'État accréditant n'exécute pas la décision, les autorités ont la possibilité de refuser de reconnaître à la personne déclarée non grata la qualité de membre de la mission diplomatique. Et donc, si on refuse cette qualité, imaginez toutes les conséquences qui suivent. C'est-à-dire que la personne n'exerce plus en cette qualité. Juridiquement, voilà ce que prévoit l'article 9. Et je crois qu'avec cette lecture, vous comprenez très bien les conditions dans lesquelles nous avons assisté à cette situation entre le Niger et la France. Donc voilà un peu schématiquement ce que je voudrais partager avec nos populations, nos compatriotes, afin qu'ils voient les mécanismes utilisés selon la Convention de Vienne, ou bien qu'est-ce qui explique peut-être que beaucoup sont dans des zones reculées, ne maîtrisent pas ces concepts, ne comprennent pas l'actualité, peut-être ont entendu que le Niger a fait partir un ambassadeur, etc. Donc, cela se résume tout simplement à cette disposition de l'article 9 qui explique les conditions dans lesquelles un État peut... Et cela, ce n'est pas propre au Niger, hein, il faut le dire. C'est une convention internationale, c'est une convention des Nations Unies. Cela peut se passer dans n'importe quel pays. Et c'est un truc, ou bien si vous voulez, c'est une situation, excusez, qui peut être courante dans les relations diplomatiques. Et ce n'est pas la première fois que nous avons vu une personne déclarée non grata dans plusieurs pays. Nous avons vu des chefs de mission diplomatiques déclarés non grata ou bien personne non acceptable. Et cela a amené les conséquences qui ont suivi, c'est-à-dire le départ de ces personnes. Donc, dans les relations diplomatiques, c'est des situations qui arrivent dans tous les pays du monde. C'est une convention à l'échelle planétaire. Ce n'est pas seulement un cas spécifique au Niger. Si demain, par exemple, dans un pays voisin ou bien demain dans un autre pays, loin de notre pays, les autorités décident de retirer leur confiance ou bien décident de déclarer une personne non acceptable dans ces pays-là, eh bien, ce serait cet article 9 qui va s'appliquer. Donc, ne pensons pas que c'est le propre du Niger ou bien cela est spécifique au contexte dans lequel nous sommes. C'est du droit, le droit est général dans son application et il ne vise pas X ou Y, c'est une application qui régit l'ensemble des États concernés ou bien l'ensemble des États, disons. Il faut voir ce qui dispose concrètement l'article 9. L'article 9 est sans embâche et il est clair. Écoutez l'alinéa 2. Si l'État accréditant refuse d'exécuter ou n'exécute pas dans un délai raisonnable, donc déjà vous voyez là qu'il y a une sorte d'obligation au niveau de l'État accréditant, puisque l'État accréditeur a déclaré une personne ou bien un chef de mission non grata. Cela veut dire tout simplement qu'elles ne reconnaissent plus cette personne, elles ne veulent plus continuer les relations ou bien à travailler avec cette personne. Donc, et là, l'article 9, alinéa 2, dispose que l'État accréditant doit tirer les conséquences, doit assurer ses obligations. Et ces obligations consistent tout simplement à rappeler cette personne, à la faire partir de l'État. Maintenant, si cela n'est pas fait, cela constitue tout simplement une violation du droit international. Et en cas de violation du droit international, les autorités ont la possibilité de prendre des décisions telles que nous les avons vues dans le cas d'espèce. Puisque c'est du droit, le droit est violé. Et au-delà des décisions que peuvent prendre les autorités, nous avons vu, il y a également plusieurs autres voies de recours, la voie judiciaire. Et je crois que dans le cas du Niger, la voie judiciaire a été utilisée puisque la justice a été saisie. Nous avons vu une décision de justice qui a acté cette décision des autorités. Donc vous voyez, à ce niveau-là, il n'y a pas de polémique à se faire. Le droit est clair. Il y a des obligations qui incombent à chacune des parties. Et c'est une partie, puisque c'est une convention. Une convention sous-entend que vous avez accepté les obligations qui découlent. Donc si vous ne respectez pas les obligations qui découlent, c'est comme si vous violez le droit. Et en cas de violation du droit,
eh bien, cela appelle également à des mécanismes de sanctions, etc. Donc voilà, en fait, ce que nous pouvons dire sur cette question.